Bonsoir fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un monsieur qui est l'une des figures marquantes de la filière mangue au Burkina Faso. Lui, ce n'est tout autre que monsieur Yaya Koné. Bonsoir monsieur Koné. Bonsoir. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Merci. Avant de feuilleter les pages de votre vie, nous allons tout de suite permettre aux téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur vous à travers votre bio express suivant. Il est l'un des dinosaures de la filière mangue en Afrique. El Hadj Koné Yaya n'est plus à présenter dans le secteur agro-industriel. Il est aujourd'hui à la tête de Sanlé Séchage Export qui emploie chaque année 600 personnes pour la campagne qui dure 6 mois l'an et 20 permanents. Avant d'être à la tête de ces 4 usines, Yaya Koné a eu un parcours pour le moins chaotique. De 1970 à 1978, il travaille comme agent de bureau à l'Union régionale des coopératives agricoles et maraîchères de Bobo-Dioulasso, URCABO. Recruté avec le CEP comme seul diplôme, Yaya Koné entreprend de se former et commence à gravir les échelons de l'URCABO. En 1979, il passe de l'équivalent d'un planton à agent commercial. En 1983, il devient comptable et en 1986, il est nommé directeur de l'URCABO et cela jusqu'en 1999. C'est en l'an 2000 que Yaya Koné lance ses activités personnelles à Banfora. Il commence avec une petite unité de séchage manuel et une trentaine d'employés et à force de travail et d'innovation, il réussira à devenir incontournable dans le secteur. La marque Sanlé se déguste désormais dans toutes les grandes surfaces du Burkina et de la Côte d'Ivoire, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse, en Hollande, en Israël, en Chine, aux États-Unis et en Arabie Saoudite, entre autres. Ce sont là des pays dans lesquels Yaya Koné a promené son sourire, sa joie de vivre et ses mangues fraîches et séchées. En Arabie Saoudite, il est même allé à 5 reprises déjà, dont une fois pour le pèlerinage, d'où le fait qu'on l'appelle communément l'Hadji. L'Hadji a 3 épouses et 14 enfants. La famille pour lui est sacrée et il définit Sanlé comme une entreprise familiale. Plusieurs de ses enfants et neveux travaillent à ses côtés. Entreprise familiale certes, mais quête permanente de la qualité et du travail bien fait. Parti d'un séchage manuel en 2000, aujourd'hui et après plusieurs centaines de millions d'investissements, Yaya Koné dispose de séchoirs tunnels considérés comme le nec le plus ultra du séchage de fruits. Il bénéficie de la confiance de plusieurs partenaires en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Afrique, d'où des contrats de distribution avec des multinationales. Ambitieux et travailleur, Yaya Koné, qui a débuté sa carrière professionnelle avec le niveau CEP, a réussi à se former et obtiendra son BEPC et fera la seconde en cours du soir. Il obtiendra aussi un certificat d'études comptables de l'École africaine de comptabilité de Dakar, un certificat en formation technique commerciale collé à CP Paris, un certificat en gestion appropriée de coopérative des petits exploitants agricoles, un certificat gestion appropriée et participation dans les organisations d'autopromotion et un Certificate of Recognition Agribusiness Planning de l'USAID à Abidjan, entre autres. Yaya Koné est président du collectif des exportateurs de fruits et légumes de Bobo, membre et représentant à Bobo de l'association des exportateurs de fruits et légumes du Burkina et président de l'interprofession de la filière manga au Burkina Faso. Il est aussi membre du COLEAP, Comité de liaison Europe-Afrique-Pacifique-Caraïbes et correspondant à l'ouest du Burkina. Yaya Koné est un vrai polyglotte qui parle français, anglais, djoula, gouin, moré et karaboro. À près de 70 ans, il a des leçons de vie à partager avec nous. Eh bien, nous avons suivi votre bio express. Est-ce que vous pensez qu'il y a un détail important qu'on aurait pu mettre, qu'on a oublié? Détail important, bon, non, tout a été dit. Tout a été dit. Seulement que, bon, il est ressorti que je suis le président de l'interprofession. Et ça, c'est en date du 26 du mois passé. D'accord. Que j'ai été
nommé, enfin, il y a eu un vote et j'ai été élu comme le président de l'interprofession du Burkina Faso. D'accord. Voilà. Vous êtes natif de Banfora? Je suis natif de Banfora. Alors dites-nous un mot sur la ville de Banfora. Ben, comme je l'ai dit, la ville de Banfora est une ville agréable à vivre. Quand vous êtes à Banfora, vous rêvez d'y être toujours. D'accord. Il y a la courtoisie, il y a ce qu'il faut pour en tout cas manger. Partout à Banfora, c'est la gentillesse. Et que c'est une ville verdoyante. C'est une ville cosmétique, comme je vous l'ai dit, qui fait la frontière avec la Côte d'Ivoire, le Mali, et que vraiment Banfora est une ville du Burkina Faso à ne pas négliger. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Sanlé Séchage Export. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis le promoteur de Sanlé Séchage Export. Sanlé Séchage Export a deux activités. La première activité, c'est l'exportation des fruits et légumes en Europe. La deuxième, c'est la transformation, notamment le séchage des fruits et légumes. C'est ainsi que nous avons nommé Sanlé Séchage Export. Et ça fait combien d'années que vous avez démarré cette activité? Ça fait en 2002 que j'ai démarré l'activité. Avant, je ne sais pas s'il faut le dire maintenant, avant de démarrer l'activité, j'étais d'abord un employé. On nous a dit justement que vous avez été employé au sein de l'URCABO comme pratiquement planton au début, avec votre diplôme de CEP. Voilà. Et vous êtes retrouvé finalement à la tête de la direction de cette organisation. Merci. Alors, racontez-nous un peu le parcours du planton au directeur de l'URCABO. Voilà, comment cela s'est passé? Bien, merci. On dit que dans la vie, vouloir c'est pouvoir. Il faut dire que après mon cycle primaire, je risquais d'être dans la rue. Et les parents n'ayant pas les moyens pour me permettre de suivre le secondaire. Et j'ai été opté par un fils de la région, un député de la région, qui n'est plus aussi paix à son âme, M. Sissouri, qui m'a vu, les parents n'ayant pas les moyens, et comme il y avait une structure, une union de coopératives créée en 1966, pendant que lui, il était l'ingénieur, il couvrait la 7e région agricole. Et, me voyant ainsi, bon, il m'a amené, il m'a pris ma main et puis il m'a amené à l'URCABO. C'est l'Union régionale des coopératives agricoles et maraîchères de Bobo-Dioulasso. Et là, il m'a introduit, j'ai été pris comme vous l'avez dit, hein. J'étais tout petit et j'étais le balayeur et on m'envoyait partout, le petit. Tout l'homme a tout fait de la maison. Voilà. Et c'est de là que j'ai fait la commission, le planton. Et de là, et comme j'avais quand même beaucoup d'expérience, et comme j'avais beaucoup de connaissances
je voulais encore connaître le métier. D'abord, j'ai commencé par suivre des correspondances. Des cours par correspondance. J'ai attendu d'abord, je suis parti en février 1970 à l'URCABO. Mon premier salaire était de 1500 francs. Le premier salaire en 70, 1500 francs. En tant que planton. En tant que planton, balayeur, tout à coursier, tout. Coursier. Et c'est de là que j'ai suivi les cours par correspondance à l'école africaine de comptabilité de Dakar. Dans des cours de comptabilité. Oui, de Dakar. Et c'est de là. Et comme j'aimais un peu le commerce, on m'envoyait faire des ventes un peu partout. Et comme l'URCABO était une structure qui exporte en Europe, et en son temps, on exportait à partir de Ouagadougou ou des fois à partir de Bobo avec la compagnie Air Afrique. Donc, je partais à Ouagadougou suivre des fois le convoi. Je convoyais les camions à Ouagadougou pour en tout cas faire partir les produits. Et par la suite, en ce temps, je continuais mes cours par correspondance. Et quand j'ai acquis le diplôme, d'abord, quand M. Suri m'a amené à l'URCABO, mon premier directeur s'appelait M. Traoré Kessen. Il est de Toussiana. Et il m'a en tout cas formé dans la vie et dans le travail et dans l'activité du maraîchage et le conditionnement. Qui dit conditionnement, c'est on amène les produits, on enlève les bons et on dégage les mauvais. Et tout ça là, j'ai fait ça. Et après, quand j'ai acquis mon diplôme, j'ai continué toujours à gérer l'activité et je ne me plains pas. Je ne me plains pas du tout. Donc, M. Traoré Kessen a eu confiance en moi. C'était un agent de l'État. Et par la suite, quand je suis venu à l'URCABO, j'avais des devanciers. Mais en son temps, mon niveau était quand même plus élevé que d'autres. Mais il y avait d'autres qui avaient des niveaux plus élevés que moi. Mais compte tenu de mon engagement, de mon sérieux au travail, et toujours quand il n'y avait rien à faire, j'étais avec mes documents. Donc vous étiez toujours plus engagé, plus disponible pour et plus sérieux. Pour sérieux pour tout ce qu'il me donnait à faire. D'accord. Voilà. Et pendant l'époque de Traoré Kessen, j'étais le responsable, j'étais le caissier. Il m'a mis comme le responsable de la caisse et des ventes. En son temps, l'URCABO, c'était une entreprise où tous les Européens venaient s'approprier de leur quotidien en termes de légumes et fruits. Et donc, ayant confiance en moi, il m'a placé dans la caisse. Et maintenant, il y avait des vendeurs, tout ça, c'est moi qui encaissais. Et c'est de là qu'il m'a essayé, il a vu que je suis en train de suivre les cours par correspondance. Et il y avait en son temps un comptable guinéen, un comptable malien qui s'appelle Tunkara. Mais il est actuellement décédé.
Et je m'approchais de lui, voir comment on passe les écritures dans les livres. Et en convenance avec ma formation, j'arrivais à tenir la comptabilité, une petite partie de la comptabilité, et aussi assurer un peu la distribution au sein de la structure. D'accord. Ça, vous passez donc du planton au poste de comptable. Comptable. Et du comptable, avec comptable, parce que c'était une union qui n'avait pas quand même les reins solides. J'ai cumulé un peu la fonction de comptable et de commercial. Et de commercial. Voilà. Voilà. Et plus tard, vous devenez directeur. Et comment se fait voilà. le bon? Maintenant, quand, comme vous savez, hein, ce Kessen Traoré a quand même beaucoup fait à l'Urkabo. Il a eu un successeur qui s'appelait M. Traoré Ibrahim. Vous voyez, quand un nouveau arrive, et toujours il a peut-être une petite méfiance par rapport au premier qui suivait le premier directeur. Ben, il a eu des on-dit, fais attention. Mais quand lui il est venu, il a pris son temps, constaté, qui est engagé dans l'activité. Il a fait ses constats, il a vu que vraiment j'étais la personne, en tout cas, qui pouvait l'aider. Mieux engagé. Voilà, en tout cas, à continuer. Donc, avec lui, on a beaucoup travaillé. Il a eu confiance en moi. Et en tout cas, je suis devenu le principal commercial de l'Urkabo. Voilà. Et par la suite, comme ce sont des fonctionnaires, il a vu mieux. Notamment, il a été affecté à la Sofitex. D'accord. Et quand il a été affecté à la Sofitex, et comme c'est une union de coopératives, les administrateurs se sont réunis et ils ont dit qu'ils ne veulent plus un agent de l'État. Et ainsi, ils m'ont placé à la tête de l'Union des coopératives en 1986. D'accord. Donc les administrateurs de l'Union se réunissent pour dire, bon, on ne veut plus de fonctionnaires à la tête, on fait une promotion interne, et c'est vous qui montez comme désormais le premier responsable. D'accord. Eh bien, comme j'avais un peu beaucoup d'expérience, j'ai pris la tête et avec les autres collègues, on s'est consolidé et on a rayonné l'Union des coopératives et on exportait et on a augmenté le nombre d'employés. Et ça marchait en tout cas dans le mieux. Voilà. Et c'est à partir de quel moment vous créez justement Sanlé Séchage Export? Bon, comme vous le savez, pendant ma carrière d'employé à l'Urkabo, ouais, dans la vie, même quand on dit on ne change pas une équipe qui gagne, mais des fois dans la foi des choses, on le change sans le savoir. Donc, honnêtement, pendant ma carrière à l'Urkabo, nous avons engagé, on a tissé des relations. Et comme vous savez, l'Urkabo était membre de l'UCOBAM à Ouagadougou. Et c'est l'UCOBAM qui est
l'UCOBAM, Union des coopératives agricoles et marchés du Burkina. Je pense que vous n'avez pas entendu parler. Si. L'UCOBAM, haricots verts. Si. Voilà, d'accord. C'est plus pour les téléspectateurs. Hein? Il dit c'est plus pour les téléspectateurs. Ok, d'accord. Ok. Donc, l'URCABO était membre de l'UCOBAM. L'UCOBAM a été créé en 1970. L'URCABO a été créé en 1966. La raison d'être de l'URCABO, c'est d'exporter directement la production de ses membres. Et quand il y a eu la création de l'UCOBAM, effectivement, les yeux ont changé. Il fallait envoyer la production à l'UCOBAM pour exporter. Et c'est de là que, bon, vous savez, l'autonomie des paysans voulait que l'URCABO continue aussi à exporter directement. Bien qu'en donnant une partie de sa production à l'UCOBAM, mon premier vol commercial que j'ai eu à l'URCABO, c'est le 26 avril 1900, je crois que c'est le 26 avril 1986, où j'ai été avec l'ONAC, l'Office national du commerce extérieur. En son temps, il y avait Jean-Claude Bouda. Et en son temps, le directeur de l'UCOBAM s'appelait Dermé Isiaka. Et quand ils ont vu que je suis dans l'Union, je suis un directeur engagé, on m'a désigné pour représenter l'UCOBAM à la Foire de Paris en 1986. Et de là, j'ai fait beaucoup de voyages en tant que directeur de l'URCABO en Europe. Effectivement, comme vous voyez, et quand on comparait l'URCABO aux autres unions dans le Burkina, en tout cas, l'URCABO était parmi les meilleures unions du Burkina Faso. Bon, comme on le dit, et en Afrique, quand quelqu'un dure dans un poste, on trouve qu'il faut le changer. Pourtant, il ne faut pas changer pour changer. Donc, lors de la restructuration de l'UCOBAM, il fallait restructurer toutes les unions des coopératives. Et la restructuration veut dire qui est bon, qui n'est pas bon, mettre les gens à leur place. Bon, la première restructuration, moi j'étais retenu comme directeur, j'ai continué. Mais par la force des choses, et comme moi je tenais toujours l'autonomie de la région de Bobo, voulant que l'URCABO exporte en Europe autant que l'UCOBAM, vraiment, ça n'a pas vraiment rencontré le meilleur sentiment des uns et des autres. Pour mettre fin à cela, un jour, j'ai vu que, on a mis fin à mes fonctions de directeur de l'URCABO et m'affectant même dans une localité, notamment à Toussiana, où je devais percevoir 45 000 francs. Pendant que, comme je vous ai dit, de mon premier salaire à 1500, et avec mon dernier salaire de directeur, j'étais à 200 000. Et d'une manière sans fondement, j'ai été vite remis à être dans une coopérative que je devais regagner là-bas, à Toussiana. Donc moi j'ai vu que non,
il est mieux de trouver les voies et moyens et puis compter sur moi-même. Donc de 200 000 francs de salaire, on vous envoie un poste où vous toucheriez 45 000 voilà, francs. en caravane, j'ai dit que non, ça, c'est pas quand même... Il vaut mieux me remercier que de me faire aller à Toussaint. Donc j'ai pris mon destin en main et j'ai regagné Banfora. Et quand on dit que il faut être sérieux dans la vie, le sérieux paye. D'accord. L'engagement paye. Vous savez, comme je vous ai dit, quand j'étais à l'Urcabo, j'avais de très bonnes relations avec les importateurs en Europe, qui ont été très surpris de voir comment débarquer du poste du directeur de l'Urcabo. Ah, bon, maintenant, ils ont pris acte. Et moi aussi, je me suis vu obligé, pour en tout cas gagner ma vie, d'aller m'installer dans la région de Banfora. Et c'est de là que j'ai pensé... Banfora qui est chez vous. Voilà. Et c'est de là que j'ai pensé à créer une petite structure, au moins pour avoir quelque chose. D'abord, avant de créer cette structure, et quand j'ai été débarqué, bon, je me suis retrouvé à Orodara comme un pisteur où, en son temps, les Ivoiriens venaient prendre les mangues dans les vergers du Burkina. Et qu'on ne connaissait pas les vergers, nous étions des indicateurs pour les servir en mangue. Et comme moi, j'avais des relations à l'extérieur avec des importateurs européens, ils m'ont dit, donc, ils peuvent m'aider si je peux trouver les mangues pour les pisteurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait ça en un premier temps. Et après la saison, bon, j'ai regagné Banfora. Et comme en première activité, j'ai entrepris l'exportation de la mangue fraîche. Et comme je le disais, j'ai quand même des relations à l'extérieur. Et comme ils ont vu le sérieux, donc accepté ce que je les envoie, des petites quantités de mangue. Et comme j'avais un local à Banfora, j'ai aménagé ce local et manuellement, on traitait la mangue et on exportait en Europe. Vous avez commencé avec combien de personnes? Bon, il faut dire que j'ai commencé avec une dizaine de personnes. Aujourd'hui, vous êtes à près de 600 saisonniers. Aujourd'hui, en son temps, quand je parle de la dizaine, c'était uniquement l'exportation de la mangue fraîche par avion. Je dis bien par avion. Et par la suite, une autre activité s'est ajoutée, notamment le séchage. Le séchage. J'ai vu le séchage. Vous connaissez l'association Wol de Bérégadougou, qui a une activité principale, le séchage. Et quand moi j'ai créé ma structure, j'ai été membre de cette association Wol de Bérégadougou. Et c'est de là que j'ai créé ma première unité de séchage un peu artisanale, avec 3 séchoirs. Donc, l'activité devient 2. Il y a l'export, il y a le séchage. D'accord. L'export des mangues fraîches. L'export des mangues fraîches. Et le séchage des mangues fraîches. Voilà. Et le séchage des mangues.
pourquoi j'ai eu l'idée que ce soit dans un même endroit, parce que c'est pour un peu valoriser les écarts de mangue au lieu de quand les paysans, les producteurs amènent la mangue et que vous le conditionnez. Les écarts, les mauvais, on les amène au séchage. Donc voilà que ma structure faisait les deux activités, en tout cas au profit de la région de Banfo. D'accord. Dans le cadre justement de la préparation de cette émission, nous avons rencontré certaines personnes qui travaillent avec vous, qui font un témoignage. Il a beaucoup encadré nos producteurs, nos parents, qui sont dans le domaine de la production maraîchère et fruitière, et a développé la première zone de production de pommes de terre, qui était dans la région de Sambla, Tukoro Sambla, Karangasso Sambla. C'est la première zone de production de pommes de terre dans le pays. Et il avait contribué vraiment à beaucoup développer cette zone. Et aussi au niveau de l'exportation de nos produits d'exportation, qui étaient le haricot vert et la mangue. Donc, disons que c'est autour de Yaya Kone que nous participons à ces rencontres préparatives des campagnes de haricots verts et des campagnes de mangue. Et il a été aussi parmi les tout premiers acteurs de fruits et légumes à être directement rattaché à l'Europe, avec l'organisme européen qui s'occupe de l'organisation et de la formation, de l'encadrement de tous ceux qui sont dans le domaine horticole. Yaya Kone, c'est un très bon modèle qu'il faut prendre dans la vie. Et je dis ça à l'égard de mes jeunes frères aussi qui veulent évoluer dans le même domaine que nous. Yaya Kone, c'est un responsable vraiment de qualité, un homme de rigueur, qui aime bien son travail. De par le temps, il était employé. Et je crois, quand moi je le connaissais, c'est 2 ou 3 ans après qu'il a démissionné pour s'envoler de ses propres ailes. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un modèle, en tout cas dans notre domaine, parmi tous les acteurs qu'il faut suivre. Et il est tellement rigoureux dans la gestion, au point où il en est très pingre. Voilà, pour que M. Kone sorte de l'argent, c'est plus dur qu'une femme qui veut accoucher. Donc c'est pour dire qu'il est rigoureux et c'est certainement pour ça aussi qu'il a réussi. Monsieur Kone est très rigoureux et ne sort pas facilement l'argent. Ce reste des qualités qu'il faut avoir pour être un bon gestionnaire d'entreprise. Oui, bon. Vous savez, dans la gestion, il faut être très rigoureux. Il ne faut pas dépenser là où il ne faut pas. Il faut dépenser là où il le faut. Donc, ma rigueur était une rigueur de bien faire. Ce n'est pas une rigueur d'avarisme. C'est une rigueur professionnelle allant dans le bon sens. Donc, c'est vrai ce qu'il a dit. Je dépense quand c'est nécessaire. D'accord. Voilà. Et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés quand vous avez voulu mettre en route votre propre activité, votre propre entreprise? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté au point que peut-être vous vous êtes dit, mais est-ce que je n'ai pas fait le mauvais choix? Quand on est dirigeant et quand on ne s'attendait pas à une telle chose, brusquement, on vient te dire que, monsieur, à partir de ce jour, vous n'êtes plus le dirigeant de cette structure. Pendant que
dans ta vie, vous avez œuvré uniquement pour que la structure auquel tu évolues soit en toi une structure vraiment qui avance. Mais on vient te dire le jour, tu ne l'es plus. Vraiment, vous voyez comment c'est choquant. Maintenant, tu regardes en arrière, qu'est-ce que toi tu vas faire? Mais avec l'entourage qui m'entourait, m'ont dit que M. Kone Yaya prend courage et il ne faut surtout pas te décourager. Quand tu te décourages, tu es mort. Prends le courage en main avec l'expérience que tu as eue. Prends ton destin à main. Et je pense que ce côté-là, en tout cas, m'a quand même joué sur moi en son temps. Okay. Voilà. Ça vous a donné le courage, la force de pouvoir continuer, de braver toutes les difficultés qui se sont présentées. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous avez près de 600 employés saisonniers et près de 20 permanents. En termes de perspective aujourd'hui, quels sont les autres projets futurs? Nous évoluons sur 2 activités avec le même produit. D'accord. Et aussi, nous exportons dans la sous-région, Okay. notamment en Côte d'Ivoire. Quiconque rentre dans les supermarchés de la Côte d'Ivoire, vous allez voir les mangues séchées du Burkina sans les exports. Et nous avons un central d'achat qui couvre toute la ville d'Abidjan. C'est elle qui reçoit nos fruits et légumes. Bon, comme vous le dites, avec l'ensemble de ces activités, la mangue, aujourd'hui, fraîche, que nous exportons en Europe, se tourne autour de 250 tonnes. 250 tonnes. La mangue fraîche. Okay. Notamment dans les conteneurs réfrigérés. Okay. Parce que, en son temps, on exportait par avion. Comme le coût de fret aérien étant très élevé, le transport maritime a intervenu il y a quand même plus de 10 à 15 ans. Et nous exportons beaucoup la mangue fraîche sur l'Europe par le transport maritime et aussi des petites quantités, notamment 30 à 40 tonnes par avion. D'accord. Voilà. Ok. Nous allons maintenant passer à votre vie de famille et votre vie en société. Vous êtes mari de 3 femmes. Oui. Vous avez 14 enfants. Oui. C'est quoi la vie de famille pour vous? Comment est-ce que vous encadrez tout ça? Bon, d'abord, c'est un petit peuple qu'il faut gérer à la maison. Ouais. Est-ce que c'est un président dictateur ou bien c'est un président démocrate? Vous savez, après, il faut prendre l'exemple de son enfance et pouvoir encadrer sa famille. D'accord. Et de la rigueur que j'ai héritée de mes parents, et c'est cette rigueur que j'impose à ma famille. D'accord. C'est vrai, j'ai 3 femmes, on ne le dit pas. On le connaît pas, mais c'est depuis 1986 que je vous le dis que je suis polygame. Ah, depuis 1986 que je suis polygame avec 3 femmes. Et d'une manière générale, je les gère correctement parce que il faut savoir en tout cas gérer sa famille. Il faut savoir en tout cas les diriger. Il faut savoir les
en tout cas, donner la bonne route, la bonne conduite, et surtout, des enfants qui veulent jouer à l'écart, là, je suis très heureux. Il faut les ramener dans les rangs. Voilà, il faut les ramener dans les rangs. Donc, c'est ainsi que j'ai tout fait que, bon, scolariser presque tous mes enfants. Et avec la rigueur que je les impose, bon, je pense qu'il n'y a pas de regret. Est-ce qu'ils sont associés à la gestion de votre entreprise qui, quoi qu'on dise, est une entreprise familiale? Bon, comme vous le dites, c'est une entreprise familiale. Avant, quand je commençais, j'étais seul. J'avais des agents pendant que mes enfants étudiaient. Et quand les premiers ont eu la licence, bon, moi, regardez le papa. Je ne vous oblige pas. Donc, ça, c'est la démocratie. Voilà, c'est la démocratie. C'est une structure familiale. Un enfant peut voir mieux ailleurs. Ok, il peut aller. Mais si tu n'as pas vu mieux ailleurs, au moins, tu as la structure de ton papa pour en tout cas gagner ta vie. D'accord. Donc, il y a eu des bonnes volontés qui ont quand même eu mieux, mais on préférait être avec les papas et puis l'aider, en tout cas, à faire la bonne marche de la structure sans les séchages export. Voilà. D'accord. Et dans la société, quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous rendez régulièrement visite à vos amis? Parce que je suppose que vous avez des amis. Est-ce que vous leur rendez visite régulièrement? Est-ce que vous prenez part aux différentes activités sociales, baptême, mariage, funérailles? Vous savez que je suis une personne qui collabore, humain, et je participe à toutes les actions sociales dont on m'a convié. Même si on ne m'a pas convié et que je sais que je dois y être, je m'en vais. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis ça dans Votre programme. Dans mon programme. D'accord. Et que, comme je le disais, avec la rigueur que j'ai imposée à la gestion de ma structure et que j'ai été bien suivi par mon entourage, notamment mes enfants. Donc, honnêtement, je n'ai pas de grands soucis quand je dois aller participer à un cas social, à un mariage, à un cas là. Vraiment, je sens que je suis en tout cas, bien garanti avec mes enfants et je me déplace facilement pour aller faire beaucoup de choses. D'accord, mais lorsqu'on est aussi rigoureux comme vous et qu'on travaille avec les membres de la famille, notamment les enfants, il peut arriver qu'il y ait des écarts de conduite. La sanction extrême peut être quoi? Est-ce que le patron que vous êtes peut renvoyer l'agent? Parce qu'en même temps, il est patron et il est papa. Bon, ouais, ça, bon, c'est un cas quand même. Il y a des mises à pied. Il y a des cas où moi j'ai ma façon de faire. J'ai ma façon de faire et ils me comprennent. Je peux faire, quand il y a un écart de comportement, je peux faire un bon temps et te couper des relations entre moi et toi. D'accord. Et
ça le ramène à la raison. Ça, c'est une sanction suprême. Voilà, ça, c'est une sanction suprême. Et ça le ramène à la raison. D'accord. Donc, c'est mon dire que non, Oui. je coupe les relations. D'accord. Quand tu sais que ton papa a coupé la relations, tu penses pourquoi, si. tu te remets à la raison. Et on continue. Ok, nous allons justement suivre des témoignages de membres de la famille. El Hadji Koné Yaya est mon grand frère. Donc, on a vécu ensemble ici dans la grande famille, le secteur de Banfora. On a fait l'école primaire ensemble, jusqu'à ce que lui, il est parti à Bobo. Continuer là-bas, moi, je suis resté à Banfora. Quand vous perdez votre père, donc, étant le plus âgé, il devient effectivement le chef de famille. Donc, tout le monde est obligé de faire allégeance à lui. Oui. Donc, il est consulté pour tout ce qui concerne les problèmes liés à la famille. Donc, lui aussi, il le gère en commun avec presque ses frères. Il n'est pas, c'est pas un dictateur en tant que tel, mais chaque fois qu'il y a un problème au sein de la famille, on se réunit et on décide. Donc, le bon côté prime. Ouais. Donc, il est très, très, très aimable. Il aime trop la famille. Il est très rigoureux, en tout cas, en point de vue professionnel, il est très rigoureux. Donc, pour ce qui concerne la famille, il tient à ce que, en tout cas, la famille se regroupe au sein de la cour familiale. Vous savez, les enfants, actuellement, là, ils sont tendance, des fois, d'autres, ils quittent pour aller prendre les locations ailleurs. C'est ça, c'est son totem. Donc, il est en train de lutter pour que tous les enfants qui ont commencé même à travailler et qui sont à Banfora, ils doivent regagner obligatoirement la cour familiale. C'est quelqu'un de très sociable. Sur le plan familial, sa famille lui tient beaucoup à cœur. Il rend visite à ses neveux, moi souvent il passe à la maison. Et quand il ne nous voit pas, il nous appelle pour savoir comment ça va. Malgré ses multiples occupations. Et il fait beaucoup pour la famille. Il tient à ce qu'on ait des résultats. Quand on travaille avec lui, ou bien quand il vous confie quelque chose, il tient à ce que ça soit bien fait. Quand ce n'est pas bien fait, alors je vous assure qu'il ne fait pas bon d'être à la place de celui qui a fauté. C'est vraiment difficile pour vous. Il va vous faire passer un sale cadre. Parce qu'il va s'énerver, mais après il va revenir à la raison, il va vous expliquer calmement. Essayez de vous faire comprendre ce que vous deviez faire. Ce qui fait qu'on fait attention à ce qu'il nous donne. Comme c'est quelqu'un qui aime les résultats, on fait tout pour qu'il y ait des résultats. Monsieur Konéya est un père qui est très sympa, voilà, qui nous écoute quand on a besoin de lui. Voilà. Il nous vient en aide quand on veut quelque chose. Voilà. C'est un père vraiment formidable. Le principe de notre éducation, c'est la réussite. C'est la réussite. Quand il débouche de l'argent pour te scolariser, il faut amener un résultat. Quand tu as un résultat, vraiment, tu es récompensé. Voilà. Quand tu n'as pas de résultat, tu n'es pas récompensé au même niveau que tu as un résultat. Il faut vraiment un résultat. Pourquoi vous tenez tant à ce que tout le monde soit dans la grande cour familiale? C'est un petit royaume que vous voulez maintenir ou... Non. Vous savez... C'est quoi l'enseignement derrière? La vie familiale est la mère d'un bon retrouvaille. Moi, en Afrique, tu éduques tes enfants. Ils sont à tes côtés. Tu fais en sorte que tes enfants soient à l'aise. Vous savez, quand on a des enfants et que tu vois tes enfants à tes côtés et ils sont à l'aise, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi.
aussi, il faut que les enfants dont je leur donne ma rigueur, je pense beaucoup à leur avenir. Je pense que je souhaite qu'ils soient comme moi. Et en Afrique, quand c'est nous, quand ton enfant, que tu saches qu'il a l'âge, c'est toi qui lui arrive en tout cas à lui dire, bon, maintenant que tu es vraiment majeur, je fais en sorte, s'il peut se libérer, il se libère. Là. Cela nous permet justement de parler un peu de votre enfance. Voilà. Dans quel environnement vous avez baigné étant enfant? Comment vos parents vous ont éduqué? Bon, d'abord, nous, comme je l'ai dit, nous, on a éduqué d'abord quand on a commencé l'école primaire. Pendant les vacances, on était dans le champ avec le papa, avec la rigueur qui nous donnait. Et c'est que chaque matin, quand on se réveille, il nous donne le petit café et puis hop, au champ. Ce sont les vacances. Voilà. Donc, j'ai évolué avec le papa qui m'a mis à l'école. D'abord l'école et après l'école, la terre. Et donc, voilà un peu. Mais est-ce qu'il est arrivé que le papa vous frappe parce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas normales en tant qu'enfant? Il arrivait que quand le papa, à 7h, 8h, il est au champ, et que si toi tu es arrivé à 9h, il te chasse, il te poursuit et tu fuis. D'accord. Et nous, on a vécu ce temps. Et au fait qu'une fois, quand on est arrivé un peu tard, mon vieux, ça n'a pas marché. Hein. Le papa nous a tellement... Il nous a poursuivis en pas de course pour nous bastonner, mais on a échappé. D'accord. Mais on a échappé. Voilà. Ok, on va justement suivre une vidéo de vos amis d'enfance. Okay. Bon, c'était quand même un garçon très gentil, il n'était pas bagarreur, quelqu'un qui aimait vraiment le travail et qui aimait faire le sport. Comme tout enfant à cet âge, à ce jeune âge, nous étions bien ensemble, on sortait, on se baladait. Il nous arrivait des fois d'aller en brousse, fouiller les lianes goyines, nous baigner dans l'eau du Marigot. Et tout ça, bon, c'est des souvenirs qui nous sont restés et on a grandi avec. On était quand même assez turbulents. On partait chercher les mangues à la station agricole, on nous chassait. Alors, un jour même, le gardien l'a suivi jusqu'au marché. Il a couru, allait se cacher derrière son papa pour que le gardien puisse le laisser. Parce qu'on était ensemble, dès que le gardien est venu, on s'est séparés, on s'est dispersé. Et le gardien l'a suivi, lui, personnellement, jusqu'au marché. Alors, vos amis d'enfance, vous êtes toujours en relation? On est en totale relation. D'accord. Avec mes amis d'enfance. Ok. Voilà. L'histoire qu'il vient de dire là, c'était une réalité. C'était la station agricole de Banfora, où il était interdit d'y pénétrer. Mais nous, avec l'enfance, une fois on a pénétré dans la station, et c'est de là qu'on a été aperçu par le gardien, et le gardien nous a poursuivis. On a couru. Les autres sont dispersés. Et moi, je n'ai pas par malheur, moi il m'a suivi.
Et moi, mon papa était un tailleur. Moi, j'ai couru jusqu'au marché. Et quand j'arrive au marché, je me suis accroupi près de mon papa. Le papa a dit, c'est quoi? Et le gardien est reparti. D'accord. Ok, nous allons encore suivre quelques anecdotes. Okay, voilà. Bon, l'anecdote que je peux partager avec lui, c'est quelqu'un qui aimait la bouillie aux galettes. Il y a à son réveil, s'il n'a pas sa bouillie à la galette, là, il n'a pas déjeuné. À chaque fois quand je passais à Bobo, il me recevait, bon, c'est ce qu'on prenait comme déjeuner. Moi, il dit, je ne suis pas habitué à ton système là. Il est un peu désordonné. Voilà, c'est vraiment son principal défaut. Ce qui fait qu'il arrive qu'il perde ses effets. Plusieurs fois, il a perdu ses portables. Alors, plusieurs fois, quand je l'accompagne à l'aéroport, il oublie des trucs dans le véhicule. J'arrive à la maison, il me rappelle. Je suis obligé de lui ramener ça à l'aéroport. Bon, ça, c'est assez fréquent. C'est son plus grand défaut. Alors, quel commentaire vous pouvez faire? Oui, c'est juste. C'est tout à fait juste. Parce qu'il est arrivé, comme il a dit, hein, bon, c'est à la rigueur, mais il y a des fois, plusieurs fois, il y a des perturbations qui s'alignent. Bon, je sais qu'une fois même, c'est lui qui, quand je fais mes multiples voyages, c'est mon frère, c'est un ingénieur de l'Onatel. Lui, il est en retraite, il est toujours à Bobo et Banfora. Bon. Et chaque fois, c'est lui qui m'amène à l'aéroport. Mais une fois, bien sûr, j'ai oublié mon portable et puis il est parti avec mon portable. Et avant que je ne monte dans l'avion, j'ai vu que je n'avais pas mon portable. Alors, ça n'a pas marché. Hein. J'ai tapé, secoué les gens, l'appelé. Il est revenu bon, et puis me remettre le portable. Même, la même chose s'est passé plusieurs fois. Plusieurs fois, même à Paris. D'accord. Voilà, à Paris, j'ai oublié mon portable dans la voiture de mon importateur. Et quand il a dégagé tous les bagages, et maintenant on est assis en attendant l'avion, d'un seul on voit, on n'a pas le portable, on ne sait pas où est ce portable. Ben, on a cru que c'était volé. Et au moment de partir, lui, il va trouver mon portable dans son véhicule. Et il m'appelle et puis il revient me ramener, puis j'ai pris l'avion. Mais quand c'est comme ça, s'il arrive qu'un de vos employés oublie quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Je tape fort, je fais la rigueur. Ça, je ne m'amuse pas. D'accord. Nous passons maintenant à la rubrique corbeille. Vous allez tirer un des bouts de papier et exécuter ce qu'il y a dessus comme mot. Bon, je prends le premier papier là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Chant. Oui. D'accord. Donc, vous allez nous exécuter un chant de votre choix. Ouais, bon, la chanson, bon, c'est une chanson que moi-même, on l'a appris, mais le sens là, vraiment, c'est difficile à le dire. Mais je vais le chanter. C'est une chanson qui dit pom 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 kamadjulaye, kamadjulaye fama traïsa, traïsa fama kamaose, kamaose fama undere. Anampata so famille. Ayup, amini ya. Alegele so mi so fumanda. Waina momini sa. Wanisa wa mini ye. Bonelo, sama bonele, bonele. I from my be, oh, my be. I from my be, oh. Alepe la paye, ma be. I from my be, oh. Ah, he, kona mamami, he, kamerisa. Ah, he, kona mamami, he, kamerisa. Voilà, c'est une chanson de longue date. Super, bravo. On voit que vous avez vraiment retenu la chanson. C'est une chanson que j'ai retenue. Hein? C'est en quoi? Ben, je vous ai dit que c'est une langue que notre maître nous a appris. Et c'est une chanson que
Quand j'étais à l'école nationale j'ai fait un stage à l'école nationale de Dakar. J'ai rencontré un ami qui me chantait la même chanson. Et une fois même à la télé, j'ai entendu un Africain chanter la même chanson. Mais on ne sait pas dans quelle langue. Voilà, moi je ne le sais pas, mais je connais chanter ça. D'accord. Voilà, bien, je connais chanter ça. En tout cas, c'est une très belle chanson. Voilà, qui nous permet de passer à l'autre rubrique, qui est la rubrique des citations et des proverbes préférés. Voilà. 3 citations ou proverbes préférés. Bon. Que ce soit en djoula, en français. Bon, en djoula, bon. Je peux le dire en djoula et en français aussi. D'accord. En djoula, il faut dire que Niko Muruti Douira, Ibi ala Dari Murukana Sema. Quand tu dis que tu es imperméable, il faut prier Dieu que le canon ne tourne pas vers toi. D'accord. Si tu dis que tu es imperméable au couteau, voilà. Faut prier. Si tu dis que on ne peut pas tu es imperméable, prie Dieu que le couteau ne tourne pas vers toi. Ne tourne pas vers toi. Voilà. D'accord. Ok. C'est un proverbe. Et pourquoi ce proverbe? L'explication profonde derrière. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire que toi, il n'y a pas quelqu'un mieux que toi. Ok. Voilà. Ou bien telle chose ne peut pas t'arriver. Voilà, telle chose ne peut pas t'arriver. Voilà. Il faut prier Dieu seulement pour que ça ne t'arrive pas. D'accord. Il faut prier Dieu seulement. Okay. Parce que toute chose peut arriver à qui que ce soit. Il ne faut pas dire que moi, je suis comme ça. Non, 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 non. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Deuxième, je pense que quand on lave ton dos, il faut laver ton ventre. Ok. Il faut savoir laver ton ventre. Qu'est-ce qu'on veut, vous voulez dire par là? Ça veut dire quand on t'aide, quoi, hein, il faut toi aussi, avant qu'on t'aide là, il faut que toi aussi tu sois un peu crédible, quoi. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Troisième proverbe. C'est moi qui invente. Le sérieux, la loyauté, le franc-dire est la mère de la vie. Le sérieux, le franc-parler, la loyauté est la mère de la vie. C'est moi qui ai dit, c'est pas votre citation. Voilà, c'est moi-même qui ai. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à tirer une telle conclusion, donner une telle citation? Quand je vois ma carrière auquel je suis arrivé aujourd'hui, j'ai traversé des étapes, j'ai traversé des difficultés et j'ai été découvert une personne en tout cas sérieux et j'ai été opté parce que vous savez, avec les Européens, quand les Européens topent là, ça parce que tu es sérieux. On t'a injecté et ils t'ont récupéré. Ils ne t'ont pas récupéré pour ton sérieux. Ton sérieux. Voilà. D'accord. Donc, toutes les personnes qui veulent des résultats vont toujours se tourner vers ce type de personnes. Voilà. D'accord. Ok. Maintenant, nous allons passer à la rubrique des souvenirs. Nous allons défiler une série de photos que vous allez commenter. Ça, c'est mon premier voyage en Europe. D'accord. Et c'est de là, et vous me voyez un peu mince là. Ok. Et un peu caché, c'est M. Jean-Claude Bouddha. Okay, qui était à l'ONAC. Okay. Et là, on donnait un cadeau au président Jacques Chirac. Ça, c'est en 1986, à la foire de Paris. Deuxième, là, ça, c'est tout récemment, hein, et avec la chambre de commerce, bien sûr. Et là, c'était à la Chine. Chine populaire, où c'est la première fois Chine-Afrique. Et donc ça, s'est passé dans 2019 là. D'accord. Voilà, en juin 2019. Okay. Ça, c'est très récent. Là, bon, vous voyez, je suis avec des partenaires en Europe. D'accord. Et je suis de l'autre côté, c'est ma fille, c'est elle qui est la commerciale actuellement.
Voilà, là, ce sont nos partenaires en Europe. Bien sûr, bon, ça, c'est la fois, et ça, c'est à Nuremberg. D'accord. Voilà, ça, là, on était en entretien, ancien d'entretien. Ça, c'est ça, c'est mon deuxième voyage en Europe. D'accord. Avec toujours, vous voyez, M. Jean-Claude Bouda devant. D'accord, oui, oui. Vous connaissez M. Jean-Claude Bouda, qui tient le panier. Vous voyez, il remet le panier à Jacques Chirac, voilà, en France. Et moi avec une dame là, nous tenons le carton de mangue, on doit remettre au président Chirac. D'accord. Vous voyez, monsieur le président Chirac. Voilà. Là, c'est en 1987. Bien sûr, c'est toujours dans la foire de Paris, où, bon, moi, comme je l'ai dit, j'étais membre de l'UCOBAM, et que c'est l'UCOBAM qui avait, il y avait une structure qui était M. Fao Cyprien, un acteur dans la filière, c'est sa structure, et l'UCOBAM, qui ont été choisis pour la foire de Paris. Là, c'est en 1987. Et comme il faisait foire, je suis dans un blouson. Voilà. Bon, là, c'est en Gambie où j'ai fait à l'École nationale d'économie appliquée à Dakar. D'accord. Maintenant, on revenait à Dakar. Il fallait passer par... Et puis, on est passé par Gambie et on a traversé notre voiture, vous la voici, on a traversé le bac. Et puis là, je suis arrêté avec Edouard, un Burkinabé. D'accord. Voilà, les autres sont des Sénégalais. Bon, là, c'est mon épouse. D'accord. Voilà. Voilà, c'est ma première épouse. Voilà. Bon, là, c'est avec l'actuel ministre de l'Agriculture qui a visité l'entreprise sans les séchages. Voilà, vous le voyez, l'actuel ministre de l'Agriculture, avec moi, avec mes employés, bon, mes enfants, voilà, partout. Là aussi, c'est à Dakar. Et là, j'étais étudiant à l'école nationale appliquée de Dakar. Et bon, j'ai même acquis ce diplôme, il est là. Voilà. J'ai fait 6 mois là-bas. Bon, là, je pense que ça doit être c'est mon anniversaire. D'accord. C'est anniversaire, je crois que ça doit être 67 ans ou bien 68 ans. Bon, que mes enfants se sont réunis pour me... Voilà. D'accord. Eh bien, nous avons justement fini avec la série des photos souvenirs. Oui. Si toutefois, vous deviez donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui pour emboîter votre pas, ou réussir simplement dans la vie, quel conseil leur donneriez-vous? Pour la jeune génération, je demande que on doit compter sur ses propres forces. Compter d'abord sur ses propres forces. Et de ne pas vivre en dessus des témoins. Il faut tout faire pour vivre en dessous des témoins. C'est ça la réussite. Un jeune qui commence ta carrière, fais en sorte que tu vis en dessous des témoins. Il ne faut jamais chercher à vivre en dessous des témoins. Là, c'est très mauvais. Voilà. Là, c'est ce que moi j'ai à dire aux jeunes. Voilà. Travailler, être rigoureux. On ne peut pas mobiliser quelqu'un en dehors de ses intérêts. Là où l'intérêt est là, il faut aller là-bas. Là où ton intérêt n'y est pas là, il faut aller là-bas. Voilà. Et dans la clarté et avec l'engagement, on réussit la vie. Ok.
D'accord. Avant justement de revenir pour clore cette émission, nous avons une dernière vidéo où des personnes ont tenu à vous dire un mot. Je te souhaite bon courage, tu es un bon exemple. Donc je t'exhorte à continuer en ce sens et à donner le bon exemple pour les jeunes frères qui veulent emboîter nos pas. Et aussi je vois qu'il a entamé la relève. Tu as bien préparé ta relève et je te souhaite en tout cas plein succès et beaucoup de courage, réussite et rigueur. Et puis en tout cas bon vent à toi. Yaya, je te demande de continuer ce que tu as entrepris. La manière dont on gère ensemble la famille, je te demande, en tout cas, on n'a qu'à continuer sur cette lancée. Voilà, tonton, vraiment nous t'apprécions, nous t'aimons de tout notre cœur. Et vraiment nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. On ne sait pas comment te le dire, peut-être qu'on ne te le dit jamais assez, mais vraiment on tient à te dire merci. Voyez, pour tout ce que tu as fait pour les mamans, plein de nos tantes et mères sont allées à la Mecque grâce à toi. Vraiment, on te soutient, on te félicite pour cela. Beaucoup de courage dans tes activités. Que Dieu fasse que les activités évoluent encore plus et que la relève soit bien formée pour le nom de la famille. Alors, merci beaucoup. Merci énormément, tonton. Papa, nous te demandons de continuer sur votre lancée et on te souhaite vraiment beaucoup de chance et beaucoup de longévité. Que Dieu vous protège et que Dieu fasse que l'entreprise prospère et que vous garde longtemps auprès de nous. En tout cas, je suis fier de toi et je te souhaite une meilleure santé et je souhaite également que tes activités prospèrent comme tu le penses et comme tu le souhaites et que Dieu fasse que ça se progresse et que tu continues d'aider les nombreuses femmes qui te côtoient tous les jours pour aussi, en tout cas, avoir leur pitance de la journée. Que Dieu, en tout cas, fasse que ces vœux-là soient exaucés. Et qu'il nous accorde la santé et que vraiment la paix aussi dans nos familles respectives. Merci bien. Bon vent à toi. Vraiment, je te souhaite beaucoup de courage dans tes activités et porte vraiment toi très bien. Alors, un dernier mot. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont envié, tous ceux qui ont trouvé que mon œuvre est salutaire. Et vraiment, les mots me manquent pour les remercier. Autant que mes enfants, autant que mes proches. Vraiment, mon cœur, pour moi, mon activité, c'est beaucoup rendre service aux autres. Et aussi, pour que aussi moi je puisse en tout cas bien vivre aussi avec ma famille. Donc c'est mon gros souhait. Moi, quand j'ai fait une activité, mon seul souhait, je demande à Dieu, là où je suis, si je ne peux pas avancer, laisse-moi au moins où je suis. C'est mon grand souhait à Dieu et je salue tout le monde. La structure que j'ai mise en place à Banfora, c'est une structure pour en tout cas diminuer le chômage. Parce que, comme ils l'ont bien dit, il y a pas mal de femmes nécessiteuses qui travaillent dans cette entreprise. Et quand je vois cela, je suis fier de moi-même. Aussi, j'ai horreur d'entendre que je dois à quelqu'un. Je prends toujours le devant des choses. Et c'est ainsi que, voilà, je gère ma structure. Et aussi, je souhaite que mes enfants regardent, écoutent ce que je dis et ils seront aussi comme moi.
Voilà. Donc je souhaite bon vent à tout le monde. Et je vous remercie, vous aussi, qui ont choisi des personnes d'exemple, en tout cas pour que la génération future puisse s'inspirer de leurs faits pour que notre pays, le Burkina Faso, soit un Burkina de bonheur, de prospérité. Voilà mon grand souhait. Eh bien, nous vous disons également merci au nom de l'ensemble des téléspectateurs de la télévision BF1 pour avoir accepté nous recevoir et feuilleter avec nous les feuilles de votre vie. Nous avons appris beaucoup de leçons, nous avons appris beaucoup d'enseignements. Sur ce, nous donnons rendez-vous à nos différents téléspectateurs pour d'autres rendez-vous de leçons de vie. Merci.